Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. La saison continue, on est en plein été, ça y est. Oh, il fait chaud. Alors faut rêver un peu, c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons vous parler de l'Atelier des Sorciers. Un manga écrit et dessiné par Kamome Shirahama. Déjà 6 tomes en France, 6 tomes. Et on avait absolument envie de vous en parler, notamment parce que ce titre et 7 mangaka sont assez symboliques d'une nouvelle génération d'auteurs au Japon. Et d'ailleurs c'est le titre de l'émission. En fait ça veut dire quoi en fait ce titre d'émission auteur nouvelle génération, Robin? C'est vrai que Kamome Shirahama, je vais l'appeler Shirahama tout court parce que ça va être plus simple. C'est la plage blanche. Ouais, Shirahama, elle est bon un peu selon nous, enfin c'est un peu pour ça qu'on avait envie de faire cette émission, c'est que elle est un peu représentative de ces auteurs de notre génération, enfin de cette génération. Elle est assez active sur les réseaux sociaux, elle a l'air accessible, elle a l'air sympa, elle parle de sa vie privée, enfin je veux dire pour une mangaka c'est quand même hyper étonnant, puis surtout elle a l'air surtout ouverte à d'autres choses que juste le stricto manga, univers manga quoi, et donc elle nous parle de tout ça, puis elle a un super joli chien, donc moi elle le montre sur ses réseaux sociaux, et c'est vrai qu'en ça, dans son ouverture d'esprit, elle se rapproche un peu d'autres auteurs dont on a pu parler, comme l'auteur de Fire Punch par exemple, ou de Black Torch, qui sont des auteurs dont on sait qu'ils sont finalement inspirés d'une autre BD que juste le manga quoi. Du comics, de l'Europe, de la bande dessinée, pour avoir rencontré Kamome Shirahama. C'est vrai qu'elle est super sympa, super accessible. En tout cas, elle a l'air sur les photos. Mais franchement, elle l'est. Après, j'ai pas passé beaucoup de temps avec elle. Elle a une trentaine d'années, c'est ça? Elle a peut-être, je crois, tout juste 30 ans. Ou 31. C'est encore mystérieux. Non, mais j'ai pas sa date de naissance exacte. Je me suis renseigné, j'ai envoyé quelques textos à droite à gauche. Oui, bon, ça, c'est pas des choses qui se partagent. Selon nos dernières infos. On m'a dit 30 ans, mais 30 ans, pas sûr. Donc, peut-être 29, peut-être 31. Ouais, bon, ça va. Oui, ça va, en gros, globalement. Puis je pense qu'on va voir d'autres émerger, comme l'auteur de Fire Punch. Lui, il a 28 ans, l'auteur de Fire Punch. C'est vrai qu'il est jeune. Tsuyoshi Takaki aussi est jeune, l'auteur de Earth Gear. Dans les années à venir, on va en voir d'autres comme elle, comme eux. L'Atelier des Sorciers, ce manga, est-ce qu'il est symbolique d'une nouvelle génération d'auteurs? C'est ce dont on parle maintenant dans la 5ème de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour, rebonjour plutôt, et bienvenue et re-bienvenue dans la 5ème de couve. Lui, il a un chapeau rond normal pour un breton. Salut Robin. C'est totalement faux, je ne suis pas breton, je viens de la planète Krypton. Première nouvelle. Il a un chapeau rond normal pour un mec de chez Krypton. Voilà. Ça là, marche. on est plus dans le vrai là. Elle a un chapeau à double pointe pour être doublement stylée et doublement menaçante. Yes. Salut Julie. Je fais le V de la victoire. Bonjour. C'est classe le chapeau à double pointe, c'est très Atelier des Sorciers, tu vois. C'est vrai qu'il y a un chapeau à double pointe. Je trouve ça assez classe. Oui. Hashtag 5DC pour réagir et puis nous donner vos meilleures idées de chapeaux de magicien. Vos photos de chapeaux. Dans cette émission, évidemment, n'hésitez pas. Inspirez-vous de Harry Potter, mais inspirez-vous aussi de l'Atelier des Sorciers. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga, ça c'est sur Facebook. La 5ème de couve, c'est sur Instagram. La 5ème de couve, c'est sur YouTube. Espace manga, vous cherchez aussi hashtag 5DC pour nous trouver. Nous voici donc prêts à charcuter, à dépecer, à aimer le manga, l'Atelier des Sorciers. Signé Kamome Shirahama. Qui est cette mangaka? Qui est Kamome Shirahama? Retenez son nom, parce qu'en fait, je pense que dans l'avenir, on va en entendre parler. La 7 tomes de l'Atelier des Sorciers, je sais pas combien de temps ça va durer, mais retenez bien son nom. Elle est âgée tout juste d'une petite trentaine d'années, on en parlait il y a quelques instants, et elle a déjà un sacré parcours. Elle est diplômée des arts de l'Université des Arts de Tokyo. Alors, attention, c'est pas l'université de Tokyo, c'est pas Todai. Non, bien sûr. C'est Gaidai. Oui. C'est l'autre université. université. Mais c'est aussi prestigieux. C'est tout aussi prestigieux, exactement. Et elle s'est fait remarquer notamment en tant qu'illustratrice, en faisant des couvertures de comics. Yes. Moi, je vais penser à des comics comme ceux de Star Wars.
à Birds of Prey, à Bad Girl, ou mon préféré, c'est une variante cover de Howard the Duck. Tu l'as vu, Robin ? Ouais, j'ai vu, mais souvent elle fait des variantes cover, effectivement. Il y avait une autre série qui est sortie chez Glénat Comics, mais qui a pas eu beaucoup de succès, mais qui s'appelait Wayward, et elle avait fait une variante cover, effectivement, aussi pour cette série, et elles sont super cool, quoi, c'est cool, franchement. Mais la variante cover de Howard the Duck, elle est géniale. Non mais voilà, tapez juste sur Google Kamome Shirahama, Howard the Duck, vous allez trouver ça. Il y a 9 ans, on voit aussi son nom apparaître dans le magazine japonais de l'éditeur Enterbrain Philos, un mag dans lequel on peut lire Bright Stories, par exemple. Ouais. Et elle y avait fait une histoire courte qui s'appelle Watashi no Kuro-chan, l'histoire d'un chat perdu et de Minette qui devait retrouver ce chat perdu. Puis par la suite, elle sera publiée toujours par Enterbrain avec un manga qui s'appelle Divine, un manga qui est en 3 tomes, qui est disponible en France aux éditions Pika, qui a été réédité là cette année. Yes. Et puis en 2016, il y a 5 ans seulement, 5 ans, même pas 5 ans en fait, moins de ça, arrive déjà l'Atelier des Sorciers, le manga qui va en fait la révéler à nos yeux, nos yeux de français. On va découvrir qui est cette Kamome Shirahama, on va découvrir ce talent, on va découvrir l'Atelier des Sorciers. Là on est déjà aujourd'hui à 7 tomes parus au Japon, 6 tomes parus en France, et puis un passage très remarqué à Paris, où elle avait fait une expo, où elle était présente. Et puis Pika a super bien joué le jeu, puisqu'ils ont sorti une édition collector du premier tome. Carrément. Qui a vraiment marqué les esprits en fait, marqué les ventes, marqué les esprits des lecteurs. Et très régulièrement en fait, presque à chaque tome, il y a une édition collector et une édition normale qui sort du manga de l'Atelier des Sorciers. Et ça c'est pour une bonne raison, c'est pas juste Pika qui se dit il y a du fric à se faire, allez on va faire une édition collector. Non, c'est pas ça qui se passe. C'est que l'auteur, la mangaka, elle est là et elle est motivée. Elle donne des idées et elle a envie de faire des choses. Et si l'éditeur français a envie de faire des choses, que l'auteur japonaise a envie de faire des choses, et match. Et bah ça se fait en fait. En fait c'est ça, je pense qu'il y a vraiment un alignement des planètes quoi. C'est en gros t'es sur une série qui s'y prête parce qu'elle est belle graphiquement, t'as une auteure qui est partante pour faire des trucs. Bah je veux dire quand t'es éditeur banco quoi, enfin allons-y. Bah c'est banco et ils le font et ils font du plus produit en librairie et puis ils font de l'édition collector et ainsi de suite. Il y a même déjà un petit jeu de cartes qui s'est joué, qui s'est mis en place. Non mais c'est génial je trouve. Bah ouais, carrément. Tous les auteurs sont pas d'accord pour ça en fait. Ouais, et puis c'est ça, c'est pas si fréquent que ça dans le manga, donc je pense qu'il y a aussi ça qui participe un peu du succès, si ce n'est d'estime, mais aussi commercial du titre. C'est vraiment qu'il y a quelque chose, il y a une ambiance générale, une tonalité globale autour de ce titre qui est super chouette quoi. Et autour de l'auteur qui est accessible et l'auteur qui relaie en fait les news françaises. Ouais, c'est ça. Elle retweet, elle machin, ouais, carrément. Bah, elle est très présente sur les réseaux, elle est accessible comme tu disais. Mais c'est ça, et c'est pas tous les auteurs qui sont comme ça, mais là c'est vrai qu'on voit une nouvelle génération d'auteurs qu'on vit en fait, mais qui sont heureux. J'y pense, on a un peu Mashima aussi qui est un peu comme ça, qui a ce délire de s'intéresser à ce qui se passe aussi ailleurs. Et je pense que c'est le premier à avoir donné un peu ce mood. Ouais. Complètement. Et c'est marrant parce que tu parles de Mashima, il est chez Kodansha comme Kamome Shirahama, tu vois, il y a aussi ce petit truc, un petit contrairement mood, à l'auteur de Fire Punch ou de Black Torch ou de Earth Gear, enfin Takaki et Fujimoto, ils sont chez Shueisha et il y a une espèce de côté un petit peu ouais, c'est le sérail. Ouais, sérail, famille un peu resserrée. Alors que chez Kodansha, on a peut-être une espèce d'envie d'ouverture ou une enfin, je pense que Shueisha l'a aussi depuis longtemps, mais c'est vrai que Kodansha, ils sont aussi éditeurs aux USA. Je pense qu'effectivement, Kodansha, ils ont une ouverture qui fait que nous, en tant que public et en tout cas passionné de manga en Europe et en France, on se rend mieux compte de leur démarche, tu vois. Shueisha, peut-être c'est un truc, ils sont aussi, j'imagine, très dynamiques évidemment, mais, bien sûr, mais c'est plus un truc qui va se ressentir, enfin ils vont se concentrer sur chez eux quoi. Et puis un exemple pour dire que Shueisha est très dynamique, c'est que ils ont fait une plateforme de lecture en ligne, en anglais et en espagnol, les deux langues les plus lues au monde, et je pense que si on les pousse un petit peu, le français arrivera derrière, tu vois, parce que c'est aussi une langue très lue en Afrique. Je pense que l'Afrique francophone et que la francophonie en général reste un marché très important pour les Japonais. Alors bien sûr ça
ça passe après l'anglais, après l'espagnol, mais ça va arriver tôt ou tard pour eux et il y a quelque chose à jouer, ouais, quand même. Mais oui. Manifestons-nous. Il y a quand même un truc à jouer, ouais. De toute façon, la France reste le deuxième pays, deuxième marché du manga. Ah, mais en fait, la France et le Japon, c'est une histoire d'amour. Bien sûr. Et puis de toute façon, Kamome Shirahama, en termes de pourcentage de vente, elle est plus présente en France qu'elle ne l'est au Japon. Ça m'étonne pas. Moi, je serais pas étonné de la voir revenir dans les 2 ans en France. Ah bah, Ouais, oui. ça peut, ouais, je pense serait aussi. Voilà, vu le welcome. succès, et puis vu le plaisir qu'elle avait eu la première fois à venir en France, ça m'étonnerait pas. En tout cas, dans cette émission, bon, c'est vrai qu'on déborde. On va parler de 2 choses très, très particulières dans l'atelier des sorciers, parce qu'on n'aura pas le temps de tout aborder. On va parler de cette façon d'aborder le fantastique, d'aborder la magie qui est vraiment particulière dans ce manga, dans l'atelier des sorciers. Et puis on va parler de son trait qui est vraiment différent. Je sais pas, différent, c'est le mot, Robin ? Ouais, moi je dirais qu'en fait elle a un dessin qui est très multiculturel entre guillemets. Mais tu vois, enfin, ça c'est quelque chose qui, je pense, vient de son ouverture d'esprit dont on parlait un petit peu en ouverture. Mais je trouve que, tu vois, par exemple, on peut avoir des chara-design de persos qui vont être assez manga en fait finalement dans leur façon de se comporter et dans leur façon d'être représentés. On peut avoir un découpage qui est manga forcément, mais qui aussi des fois verse vers le comics avec je pense pas mal de compositions avec des cases très verticales et tout ça. Et ça c'est assez comics. Alors c'est pas forcément un genre de BD que je maîtrise beaucoup, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était assez différent par rapport au manga que je lisais d'habitude. Et puis surtout on a un trait, une ligne qui est très ornementale, très décorative, très minutieux. Et tu vois, là ça vient je pense de ses études et de son goût pour l'art et notamment l'art nouveau, l'art déco, tu vois, qui est un art très, très ornemental effectivement quoi. Elle a étudié à la Belgique d'une façon ou d'une autre. Ah, ça c'est sûr. Oui. Horta, tout ça. Non, oui, c'est évident. C'est- En fait, quand tu te ça balades se dans voit. Bruxelles et que tu Ouais. lis l'atelier des sorciers, il y a un truc. C'est ça, ouais, les cadres, les cadres avec les petites, Les volutes, les petits ornements, ouais. les petites volutes, les machins et tout ça. Ouais, on est sur du Musha, du Horta, du tout ça quoi. Avec C'est- une inspiration asiatique qui est forte aussi malgré tout. Au Ouais, milieu, ouais. Ah, faut la chercher un peu. Mais je pense que Ouais, mais elle est honnêtement, là quand même en fond, Ouais. tu vois. je pense moi je la trouve vraiment dans le chara design, dans les visages de persos, dans la façon dont les persos sont caractérisés quoi. Pour la partie asiatique, tu vois les Torahs. Tu sais, les Torahs à l'entrée des temples avec les dragons, etc. Oui, d'accord. Oui. Et il y a un petit truc aussi quand même comme ça parfois dans son trait une petite inspiration qu'on peut retrouver. Mais c'est étonnant. Enfin, pour l'instant, j'avais pas pensé à ça. Mais toi, je sais que t'es pas super. T'es pas tant fan je suis que pas ça une du dessin. fan. Non, mais parce que je lui reconnais ça. C'est magnifique. Enfin, tu ouvres mais c'est presque un livre d'illustration. T'as le plaisir de tourner des pages, de regarder, d'observer. Tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a mis en place, parce que c'est tout un univers qu'elle t'apporte en quelques aussi par le coups dessin, ouais. de crayon. Et il y a un ancrage aussi très particulier, je trouve. Elle utilise vraiment les noirs et blancs d'une certaine façon. Il y a assez peu de trames, moi j'ai l'impression. C'est vraiment beaucoup un travail sur la ligne et sur des traits quoi. Au début, je m'étais dit, mais il y a pas beaucoup de lignes de vitesse par exemple. Ouais, et c'est sûr par rapport à d'autres mangas d'action ou de shonen, bon forcément il y en a beaucoup moins, mais mes premiers souvenirs du tome 1, du chapitre 1, c'était qu'il y avait vraiment une suspension, et très peu finalement de dessin pour montrer le mouvement, etc. Enfin, il fallait que le dessin fasse mouvement. Et ce qui n'est pas forcément fréquent. Et ce qui n'est pas propre au manga, je suis d'accord avec toi, mais elle a rajouté quelque chose. Elle a ce truc dans l'expression des personnages. Elle a un truc nouveau dans les yeux. Oui. Vous voyez les yeux de... Elle dessine très très bien Alors, elle dessine très bien les yeux. Elle arrive à faire passer des expressions dans les yeux. Une espèce de... Une émotion dans le regard, quelque chose, un vécu. Soit, sur certains, il va y avoir du traumatisme. Sur d'autres, un vécu vraiment particulier qui va se rapprocher de ce traumatisme, mais une détermination, un truc précieux, un truc important dans les yeux. Effectivement, sans avoir à aller jusqu'à le cliché du manga avec les très très grands yeux qui sont très expressifs, et on sait que c'est un code qui fonctionne, puisque de toute façon, si le manga l'a utilisé, c'est que ça fonctionne. Mais elle, c'est vrai qu'elle a une approche vachement plus
je sais pas comment dire, c'est pas fine parce que ce serait péjoratif pour les autres, mais c'est érudite, tu vois, de l'illustration. En fait, il y a vraiment un truc de et je pense qu'encore une fois, ça vient peut-être aussi de sa formation, qui est que elle a fait des études d'art, elle a étudié la peinture, les machins, et dans la peinture, t'es sur une image fixe. Tu vois, contrairement à la BD qui est un art séquentiel, tu vois, la peinture, t'es sur une image fixe qui raconte déjà énormément de choses. Donc en fait, elle a, je pense aussi compris et su appliquer à une autre forme artistique qui est le manga, cette dimension illustrative, sans que la narration en pâtisse, je trouve. Ouais, mais pourtant, moi, ce qui m'intrigue, c'est que je me sens beaucoup moins émue. Tu vois, je reconnais qu'il est magnifique, mais je me sens moins touchée. Même avec le personnage de Triss. Tu vois, Triss, par exemple, c'est la première, tu vois, mais j'ai attendu le tome 3 ou 4 pour m'investir, en fait. C'est dans le tome 4 où on commence à avoir un petit peu d'histoire sur Triss, sa famille et tout. Mais elle a un spleen, elle a un... Oui. Elle a un truc dans les yeux, dans son attitude. Elle est très belle. Quelque chose qui est dénué d'héroïsme et une beauté finalement très, très égoïste, égocentrique. Très détachée, très froide. Qui est incroyable aussi et qui va servir le récit. Mais tous les personnages sont quelque part... ont quand même une espèce de... Comment dire ? Enfin, tu vois, là, l'image qui me vient, c'est comme si... Tu vois, ils essayaient de se débattre, de sortir en fait de leur dimension 2D, quoi. Tu vois, il y a quand même beaucoup de personnalité dans chaque je pense si j'essaye de comprendre ce qui te touche, ce qui ne te touche pas dans le travail de Shirahama, en fait, limite, c'est trop parfait. Enfin, il y a un truc peut-être qui te... peut-être ça, hein. C'est trop... C'est trop beau. C'est trop beau. Et à la limite, je peux comprendre. Moi, je pense que je suis plus dans un ressenti... Tu sais, moi, c'est limite... en fait, l'Atelier des Sorciers, je vais être tout à fait franc. Pour moi, c'est une des meilleures séries que j'ai lues ces dernières années. Je trouve ça vraiment incroyable à tous les niveaux. Et moi, vraiment, je pense que je suis vraiment un peu, tu sais, dans un syndrome de Stendhal, quoi. C'est-à-dire que, en gros, je vois, c'est tellement beau, c'est tellement bien fait, c'est tellement maîtrisé que je suis complètement subjugué par le truc, tu vois. Mais après, je peux aussi comprendre qu'il y a un côté c'est tellement parfait que ça peut laisser un peu froid, tu vois, mais tu vois, parfois elle essaie de sortir de cette perfection en jouant sur les cases en elles-mêmes avec les personnages qui sortent des cases. Mais c'est pour ça, tu vois, ils se débattent, ils essaient de prendre vie. Enfin, pour moi, c'est vrai qu'il y a ça. Et ça, c'est très franco-belge finalement, aussi, de sortir à ce point-là des cases et d'avoir le personnage qui est là tout en entier par-dessus toutes les cases. Ça me fait penser à certaines planches de comics aussi. Mais c'est ça. Mais pour en revenir à ce qu'on disait aussi, je pense que c'est son ouverture d'esprit qui se traduit dans son parcours, quoi. En gros, elle a fait de la cover de comics. Là, elle est mangaka, elle est illustratrice. Enfin, si tu regardes son Instagram ou son Twitter, elle poste beaucoup d'illustrations, tu vois. Enfin, tu sens, elle aime dessiner, elle aime faire partager son art et tout. Et je pense qu'elle a effectivement une ouverture aussi vers, comme tu disais, la BD franco-belge. Parce qu'elle a aussi, même si l'Atelier des Sorciers c'est un manga, il y a une grammaire manga dedans, mais il y a quand même un rapport à l'ellipse, comme disait Julie aussi, c'est ce rapport au fait qu'il y ait peu de lignes de force et que tu es sur un truc assez suspendu, qui fait qu'en fait tu as un rapport à l'ellipse qui est différent et qui fait que l'Atelier des Sorciers c'est aussi un manga qui se démarque à ce niveau-là aussi, quoi, qui parvient un peu à s'affranchir de la grammaire manga pure, quoi. Mais moi c'est ça aussi, en fait cet état de suspension me fait dire un peu en rigolant que tu vois, je suis pas convaincue parce qu'elle a ce qui est sa Wizardcraft and Fashion, tu vois, parce qu'elle a une idée de ce qu'est le monde magique qui est très ample, avec des vêtements qui font des volutes, qui sont très enveloppants, et tu sais très bien que il faut que ça soit le monde magique, quoi, parce que dans la réalité ça tombe à plat et ça fait tu vois, personne n'est habillé en Yoji Yamamoto à longueur de temps, c'est mais... Et il y a ce côté très rêvé de quand on faisait des choses belles avec nos mains, quand on faisait des tu vois. Après, ce que je trouve malin, c'est que on en parlera peut-être plus dans la seconde partie, mais c'est que tout ça c'est justifié dans l'univers, en fait, finalement, quoi. Mais Turlututu, chapeau pointu, moi je suis désolée, ça... parce que c'est ça le vrai nom, le nom en japonais, c'est Tonga Liboshi no Atelier, donc l'atelier des chapeaux pointus. Et c'est mignon. Mais il y a un côté... C'est mignon et c'est important, parce que finalement, le choix du chapeau, ça revêt une importance qui va être prépondérante dans la suite du manga. Mais c'est vrai que, imaginez cet auteur
ce symbole, tu vois, cette jeune auteure japonaise de manga qui est vraiment dans l'industrie, dans le commerce. Moi, j'essaie de l'imaginer dans une librairie qui s'appelle Brussels à Bruxelles. Complètement, une super belle librairie d'ailleurs. Et j'adorerais la voir en train de errer dans cette librairie et de chercher l'inspiration et de trouver des idées et puis de sortir, d'aller sur la Grand Place à Bruxelles. Mais tu vois, il y a tout un truc aller comme voir ça, la maison de Victor Horta. Mais voilà. C'est ça. Mais c'est pour ça que mais c'est vrai qu'on la voit bien sur du franco-belge, mais je la vois plus en Belgique qu'en France. C'est marrant parce qu'en disant ça, là j'y pense, mais tu sais, je disais en intro que c'était une autrice de son époque, mais en disant ça, limite, enfin, ce que tu viens de dire, ça me fait dire que c'est aussi, elle est un peu intemporelle. Tu sais, tu l'imagines, effectivement, flâner, tu sais, un peu comme les artistes, la suspension, les peintres début du 20e qui se baladaient et qui puisaient leur inspiration. Mais et tout, tu vois, on parlait de Tsuyoshi Takaki, l'auteur de Black Torch et de Earth Gear. Il y a un an, j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer et j'avais envie de lui faire un petit cadeau. Je lui ai offert un exemplaire des Cités Obscures. Il était super heureux. Tu m'étonnes. Mais en fait, c'est ça, c'est des rêveurs. Cette nouvelle génération, peut-être qu'ils vont trouver, ils vont nous permettre de rêver à nouveau. Voilà, de rêver à nouveau, quoi. Ouais. Non, mais je pense qu'on va avoir ça parce que en plus, ce qui est marrant avec l'atelier des sorciers, c'est que il y a le dessin du manga. Et puis il y a le dessin qui est le propos du manga. Mais oui, c'est ça qui est fou. Et puis toute cette richesse qu'elle a dans ses détails, dans la finesse du trait, enfin tu vois qu'elle a vraiment, encore une fois, l'illustration c'est quand même quelque chose qu'elle maîtrise, quoi. Mais bien sûr, il y a même des discussions sur la finesse du trait entre les apprentis magiciennes. Bien sûr. Même avec Tarta et tout. Ah ouais, mais toi tu fais super bien les traits comme ça et tout. Oui, mais toi tu fais bien les flèches droites. Oui, et sur les discussions supports, sur comment ils font les flèches, quoi. Les encres. C'est ouf, je trouve. C'est tout un univers. Mais ça vraiment fou. Mais ouais, moi c'est ça qui m'a fasciné, c'est outre le dessin et la qualité formelle du truc, quoi, c'est que on est vraiment sur une œuvre qui parle du dessin, quoi, ou une œuvre où le dessin est au centre et où le dessin il est littéralement magique, parce qu'en fait c'est ça le propos, c'est qu'en gros on est dans un monde où il y a des sorciers, donc des personnes qui sont dotées d'aptitudes que les autres n'ont pas, ils sont capables de produire de la magie, quoi, donc des choses que les communs des mortels ne savent pas faire, mais tout, le truc génial du manga, c'est qu'en fait en vrai chacun pourrait le faire, c'est juste une question d'apprentissage, une question de savoir que c'est en dessinant tel type de symbole que avec de l'encre magique et une plume et tout ça, mais c'est en fait un truc qui est à la portée de n'importe qui, mais juste le secret est gardé par les sorciers. C'est ce que montre Coco finalement, c'est que elle sortie de nulle part, c'est ça. Elle avait quelques aptitudes, mais elle est capable de faire de la magie alors qu'elle n'est pas issue d'une famille magique, alors qu'elle a juste pétrifié sa mère, enfin qu'elle a raté son sort. C'est catastrophique. Et d'ailleurs c'est pour ça que sur un seinen, c'est pour ça que le secret est gardé d'ailleurs, parce qu'ils veulent pas que les gens fassent des bêtises de cet ordre-là, tu vois. Mais en gros, moi c'est ça que je trouve génial, c'est que on est dans un monde où l'art il est littéralement magique, et donc vraiment que ce soit d'un point de vue esthétique ou thématique, on est vraiment dans une œuvre qui met en abîme en fait ce que nous on aime, c'est le fait qu'on aime le dessin et on aime la narration en dessin, tu vois. Et moi j'ai l'impression que c'est la première fois que je lis une œuvre où en fait où le dessin est le propos, où le dessin est autant au centre, et surtout dans une intrigue qui, tu vois, c'est pas un truc non plus obscur et super hermétique et un truc pour les esthètes et tout ça, c'est un truc accessible, quoi, je veux dire. L'atelier des sorciers, même si t'es pas au fait de tous les codes et que tu lis pas du manga ou de la BD et que le dessin c'est ta passion, tu peux comprendre l'histoire et ça se tient, quoi. C'est vraiment, et c'est agréable à lire. C'est super agréable à lire, ouais, c'est chouette, quoi. Je pense que c'est un des mangas les plus grands publics de ces dernières années. Ça c'est vrai. C'est ça, ouais. On peut facilement le conseiller à des personnes qui aiment la BD mais qui n'aiment pas le manga. Mais oui, les gens juste qui aiment lire des dessins et des bulles. Enfin voilà, juste pour dire la BD au sens large, tu vois. Si quelqu'un sait lire, bon, ça se lit à l'envers quand même. Oui, alors effectivement, il y a un tout petit truc comme ça, mais tu t'es fait. Non, mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde souvent entre nous, c'est les mangas que tu ferais lire à des gens qui n'en lisent pas.
Et je pense que ça serait un super candidat, quoi, au final. Bien sûr, on cite Tom. J'aimerais juste qu'ils soient un peu plus grands. Et en plus, mais oui. Non, mais c'est vrai. Effectivement, non, mais. En B, quelque chose, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est un petit B4, B5, ça serait super agréable sur ce manga. Vu comment ça marche, ça peut être possible. Mais il faut que ça, en général, faut que ça soit fait au Japon. Il faut que ça marche un peu plus au Japon. Mais bon, on sait jamais, tu sais, si l'auteur est motivé, mais on verra à la fin de la série, ça, je pense. Bien sûr. Ça, on verra à la fin de la série, mais ce qui est important aussi, c'est qu'on est sur un seinen. On en parlait dans l'émission précédente sur les conseils lecture. On est là sur un seinen, donc sur un truc qui s'adresse, quand on dit seinen, finalement, on n'est pas sur un truc violent obligatoirement, on est sur un truc plus grand public. Oui. Un truc juste que les enfants de 11 ans ne peuvent pas forcément lire et comprendre ou apprécier. Et pas forcément. Oui, c'est une question de maturité aussi. Oui, voilà. Alors que là, on est sur un seinen qui met en scène des personnages qu'on voit habituellement en shonen, qui ont une quête. Tu vois, oui, bien sûr. Les filles, toutes les apprenties sorcières, elles ont clairement une quête. Avec des étapes très clairement définies, et leur but c'est de parcourir le monde pour valider toutes ces quêtes et devenir des magiciennes accomplies. Donc finalement on est quand même sur quelque chose d'initiatique. Oui. Ouais. Mais traité façon seinen, traité façon pas du tout neketsu, pas du tout. Très sans froid. Ouais, c'est ça. Mais avec d'autres codes. Mais je pense que c'est ça le décloisonnement l'ouverture d'esprit de l'auteur, donc son décloisonnement dans le dessin, quelque part se retranscrit aussi dans le décloisonnement des codes, tu vois, genre elle a vraiment, c'est assez poreux, tu vois, le shoujo, shonen, seinen, tu vois, tout ça se mélange un petit peu. En fait, on a mis seinen parce que, je pense, honnêtement, je suis pas dans la tête de l'éditeur, mais en gros, je pense que c'est un titre qui a été foutu en seinen parce que justement, c'est un titre où c'est l'occasion d'atteindre le comme plus tu disais, si tu veux être sur du grand public, mais après, ce serait intéressant d'avoir une typologie du lectorat, mais effectivement, je pense pas que c'est un lectorat spécifiquement jeune. Je pense que c'est un lectorat déjà de personnes qui sont un peu, je veux dire, qui sont capables aussi d'apprécier ce genre de dessin et tout ça, mais qui en même temps ont aussi grandi avec ce genre de code sur les récits initiatiques, avec des jeunes héros et tout ça, et je pense que c'est ce genre de série qui arrive un peu à mélanger tout ça, quoi, et qui est dans l'air du temps, en fait, quoi. En fait, la question, c'est quand même, est-ce que c'est représentatif d'une nouvelle génération ? Et moi, j'aime bien cette idée que sa façon d'aborder, ce que d'habitude on a avec le combat, avec la violence, est complètement soustrait. Parce que de base, dès les premiers tomes, on t'apprend que la magie n'existe que pour rendre les gens heureux, pour trouver des solutions, et qu'il y a tout un tas de sorts qui sont interdits dès que ça touche à l'intégrité physique. Même à la médecine. Exactement. et c'est d'une... c'est tellement le contre-pied de tout ce qu'on a depuis des années sur le fait que t'as un pouvoir, il te sert à détruire des trucs. Même si c'est des méchants, tu détruis une ville au passage, parce que ça fait toujours bien de détruire une ville. Ouais. et là, on est totalement dans le rejet. En tout cas, on est dans la question de est-ce qu'on peut se soustraire à ça ? Est-ce qu'on peut répondre à une violence quotidienne, parce que dans la vie c'est violent, et est-ce qu'on peut y répondre même si les objets, les solutions magiques qui sont un peu d'une autre portée, peuvent nous aider ou non à répondre tout en restant dans les clous, quoi. C'est intéressant. C'est même dans l'objet même de la quête de Coco, l'héroïne, en fait, c'est qu'en gros c'est une gamine qui à la base n'était pas prédestinée à être sorcière, mais juste à couper du tissu. Voilà, mais en gros, comme elle a fait une connerie parce qu'elle a quand même voulu s'initier à la sorcellerie, en gros en fait sa quête c'est un peu d'obtenir la connaissance suffisante pour réparer ses conneries, quoi. En gros. Et je pense qu'effectivement, pour revenir à ce que tu disais sur l'idée de puissance et tout, en gros, sa quête à Coco, c'est pas du tout d'être la plus grande sorcière, la plus forte, la plus douée et tout ça. C'est juste d'obtenir les connaissances suffisantes
Et je pense que là il y a un truc qui est effectivement assez moderne, c'est qu'en fait on est vraiment sur un vrai récit d'apprentissage. C'est pas une volonté de transcendance qu'elle a, c'est une volonté d'apprentissage et de connaissance pour réparer ses erreurs en Sauf fait. Et du coup y a quand même l'idée que malgré elle va être entraînée à devoir faire des choix. Oui, par les capuchonnés, parce que machin. voilà, il y a deux ça, après, guides, on va dire. c'est toujours pareil, un grand pouvoir, tout ça quoi. Mais, parce que donc qui explique, toi Max? Non mais vas-y. D'accord, si tu veux parler parce qu'il y a donc des méchants, les gentils sorciers avec leur chapeau pointu en forme de cône et il y a donc les méchants sorciers qui ont des capuchons, confrérie de la capuche ou un truc comme ça. Les confréries des capuchons qui sont ceux qui veulent à tout prix que le monde magique soit à la portée de tout le monde, qu'il n'y ait pas de barrière en fait, qu'il n'y ait pas de restriction, pas de loi, parce qu'en fait c'est aussi ça, on en a pas beaucoup parlé, mais moi c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans l'univers, c'est que la magie qui est au centre forcément, moi j'aime beaucoup la manière dont Shirahama elle a développé cette magie et elle a surtout créé une cohérence autour de tout ça, tu vois, c'est un vraiment, univers, c'est quelque chose de très très strict en fait, mais c'est ça, et tout le monde ne peut pas utiliser, en fait on peut plus facilement avoir une arme aux États-Unis qu'utiliser la magie dans l'atelier des sorciers quoi. Ouais mais genre vraiment toujours des règles un peu franchement j'imagine tellement l'autrice passer des années à détailler la façon dont fonctionne la magie dans son univers avec les différents symboles. Tu sais, t'as des petits symboles qui disent que ça c'est le symbole de suspension, ça veut dire que si tu mets ça avec le symbole de l'eau ça va faire une flaque qui suspend et tout. Enfin genre vraiment il y a un espèce de un travail sur les symboles, les costumes, les typologies de magiciens, l'univers, un truc hyper détaillé, hyper riche et en même temps ultra cohérent, parce qu'en même temps, honnêtement, à chaque fois que tu découvres des nouvelles choses dans l'univers, ça te semble logique dans la façon dont elles sont présentées. Et moi, ça me rappelle vachement ce que Togashi il a pu faire dans Hunter, tu vois, genre avec le Nen. T'as vraiment un peu ça aussi, le côté le Nen, c'est un pouvoir qui est ultra puissant, comme la magie dans l'atelier des sorciers, mais qui en même temps comporte beaucoup de contraintes. Genre si tu veux avoir un pouvoir puissant quand tu utilises le Nen, faut avoir des contraintes. Il y a des lois, il y a tout ça, et il y a surtout un pouvoir qui finalement est lié à ta personnalité aussi. Et dans l'atelier des sorciers, bon tu me diras, dans le shonen c'est souvent le cas, un personnage énergique qui va faire du feu et tout ça, mais là il y a vraiment une réflexion diégétique, si j'utilise un mot un peu érudit, de dire vraiment les personnages, on est vraiment avec eux dans leur construction de comment ils imaginent quel pouvoir ils vont utiliser. Genre tu sais, il y a vraiment tout ce discours dans l'atelier sorcier qui est aussi génial, c'est des fois juste il y a un vrai truc c'est vraiment un truc sur la mise en abîme, sur le travail de création, comme je disais précédemment. C'est vraiment le truc de des fois juste j'ai une idée, je veux faire tel pouvoir, comment je vais faire en sorte avec les codes qui sont dans l'atelier des sorciers dans ce monde-là pour le mettre en œuvre quoi. Et je trouve ça tu sais super, que Keffray a souvent cette phrase, il dit souvent nous notre propos c'est d'accorder aux humains la grâce de la magie, et il le répète à plusieurs reprises. On est là pour accorder la grâce de la magie. Mais c'est très beau parce que il y a aussi cette idée que elle ouvre des portes. Elle propose d'autres façons d'envisager le monde. Et ça ça n'a pas de prix. Ok, Mastercard. Oui. Mais je veux dire, c'est formidable de voir autre chose que cette idée d'assemblage. Si tu cumules des forces, si tu cumules des choses, des savoirs, tu vas surpasser les autres. Non, l'idée, c'est que toi, tu saches ce que tu veux faire et comment tu vas y arriver. C'est merveilleux dans le sens où là, je suis désolée, je vais parler de quelque chose de très personnel, mais en tant que parent, tu lis ça, tu te dis, mais mon Dieu, c'est tellement lumineux, parce que tu veux que tous tes enfants apprennent cette confiance en leur apprentissage, en leur savoir, en leurs expériences. C'est très beau et très lumineux dans ce sens-là. Et un apprentissage très sain, tu sais, dans le plaisir, dans le... Oui, c'est très ludique, c'est très Montessori, pour le coup. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai que c'est un manga Montessori. Oui, mais sans les défauts. Tu sais, c'est Montessori, mais sans les défauts. Tu sais, c'est un peu trop parfait, finalement. Mais oui, mais c'est pour ça aussi que c'est intéressant, parce qu'il y a de la noirceur dans ces traits. Il y a quelque chose, un fond.
C'est le fond d'encre là, qui est. Mais c'est pour ça que je te dis que dans les yeux, des fois, tu vois, dans les yeux des personnages, tu fais. Non, mais. Là, il y a la difficulté. Elles ont, elles ont 12, 13, 14 ans. Je sais même pas quel âge elles ont finalement. Les petites, je dirais 12 ans. Mais elles ont un vécu. Elles ont l'air d'être adultes parfois malgré leur jeunesse. Et c'est vrai que parfois, quand on est enfant, on a un vécu qui nous pousse à apprendre des choses un petit peu plus tôt. Mais bon. Elles ont ce petit truc en plus aussi. Mais moi je dirais que l'atelier des sorciers, je vais paraphraser un ami qui m'avait dit cette phrase, mais j'y souscris pas mal, donc c'est pour ça que je la réutilise à son compte. C'est un peu Harry Potter sans tout ce qui m'agace dans Harry Potter en fait. C'est-à-dire que justement c'est un vrai récit sur la magie et la magie comme tremplin initiatique, tu vois, vraiment un truc de comment toi, en tant qu'individu, tu te construis tu te réalises à partir d'un univers magique et vraiment un truc pareil sur l'apprentissage, puisqu'il y a une école, il y a des codes et tout ça, tu vois, tout ça tu retrouves dans Harry Potter aussi. Et il n'y a pas, par contre, tout ce qui m'agace dans Harry Potter, c'est-à-dire tout le côté anglais, les uniformes, les dortoirs, les machins, les trucs, les anglais, les roues avec des grandes dents et tout ça, tu vois, tout ça il n'y a pas. Et moi vraiment je trouve que en fait, et puis même surtout même si c'est une réussite enfin je vais pas quand même pas dire qu'Harry Potter c'est pas bien, puisque je veux dire l'histoire me contredit hein. mais je trouve que même avoir transposé tout ça dans un univers parallèle, tu vois, complètement imaginaire, moi ça me parle plus personnellement. Je me retrouve plus dans un truc qui en fait me permet de m'évader et vraiment d'être dans un. Non mais pour adorer la sonorité de l'accent anglais, je ne peux que. Ah oui, non mais après voilà, l'accent anglais c'est chouette, je suis d'accord. Moi, je suis amoureux de l'accent anglais, l'accent londonien, le vrai. Le Cockney. Non, pas le Cockney, l'autre, pas celui de. Sorry. Tu vois, mais ils ont pas besoin d'aller à Saint-Pancras quoi pour aller dans leur école quoi. Non mais voilà, mais cet accent est tellement beau. C'est vrai. C'est le seul que j'arrive à comprendre en anglais, c'est juste ça en fait. Mais moi je trouve que, un autre point fort de cette façon de voir, comment dire, une nouvelle facette du monde magique finalement, c'est de l'intégrer totalement dans la quotidienneté. Tu vois, parce que la magie, du coup, elle ne sert pas à combattre, elle ne sert pas à... Elle peut, mais c'est pas son but. Mais c'est pas l'objectif premier. Le premier, c'est aider les gens, aider le maximum de gens. Et du coup, ça sert à faire la cuisine, ça sert à avoir des utilisations très pratiques. Il y a un personnage pour ça. C'est comme une application sur iPhone. Il y a aussi un personnage pour ça. C'est alors moi je l'appelle Wigo quand je le lis. Olugo. Ah oui, la sentinelle. Oui, mais à chaque fois, à chaque fois je lis Wigo. J'ai envie de l'appeler Wigo. D'ailleurs, oui. Enfin, même dans les caractérisations des persos, Olugio. C'est ça, Olugio. Il a un pouvoir de feu. Oui. Donc c'est le combattant. C'est le. Tu vois, c'est un truc offensif. Et alors que Kifré, le prof, il a un pouvoir d'eau et c'est un pouvoir. Ce qui n'empêche que j'arrive depuis le début en fait. J'ai lu Wigo et en fait je l'appelle comme les trains. Bref, peu importe. C'est le truc dans le tome 4 avec les chaufferettes. Ah, c'est tellement bien. Oui, c'est du coup ça c'est un exemple parfait de ce que tu dis, tu vois, comment la quotidienneté, c'est ça. Mais c'est intervient dans la quotidienneté. Mais que tu penses à Olugio qui est quelque part pour moi le personnage le plus viril de la série, alors que pour moi c'était plutôt quelque chose de très féminin, parce que qui pense à comment on va faire pour laver le linge. Regarde, un tonneau avec un symbole de répétition et pouf, et il devient comme neuf à chaque fois que tu le mets dedans. Et genre, mais les hommes ils s'en foutent, tu vois, alors que toi t'es là, tu galères à rattraper les taches de chocolat. Mais Olugio c'est un peu la maman de l'atelier, tu vois, il les surveille. Ça m'a fait penser. Alors je sais pas si vous êtes très familier de l'univers Clamp. Mais c'est XXXholic et t'as un couple de Watanuki et son copain, et là tu dis mais c'est totalement ça quoi. Mais en revanche tu as raison sur cette influence. Je suis à peu près persuadé qu'elle aime un paquet de mangas de chez Clamp. Ah oui, c'est vrai. Mais après tout ça pour moi ça rejoint un peu ce que je disais un peu en introduction de cette partie sur l'univers, c'est que on est vraiment sur une œuvre qui est sur une mise en abîme de la création et l'artiste, et je pense que justement le sorcier dans cette série c'est l'artiste, et en fait l'art. Et l'art peut avoir des facettes magiques,
sur un pouvoir vraiment magique qui est proprement prodigieux, tu vois, genre l'art peut être prodigieux et en même temps l'art peut être hyper proche de la réalité et des problématiques des gens du quotidien, tu vois, genre quand tu lis une notice Ikea, une notice Ikea, et c'est là où ils sont géniaux Ikea, c'est que c'est dessiné, c'est-à-dire que c'est un langage universel, c'est le dessin qui t'apprend que en gros c'est comme ça que tu montes ton meuble, tu vois, et donc en fait l'art ça peut être un truc à la fois prodigieux et ultra concret et ultra terre à terre, tu vois. Et pour moi, l'atelier des sorciers, c'est une mise en abîme de tout ça, quoi. Voilà, donc vous avez marre de monter des meubles Ikea ? Lisez l'atelier des sorciers. Non mais j'avoue que, en fait, moi là où j'aimerais rebondir sur ce que tu dis, parce que tu fais pas encore la différence entre art et artisanat. Et là où, parce que peut-être c'est la même chose et c'est une solution qu'elle apporte, tu vois. Parce que quelque part, elle met en valeur, c'est une auteure qui met vraiment la valeur artisanale de son travail. Mais je suis d'accord. Hein. Et il y a un côté qui se soustrait aussi à l'industrie du manga, comme on dit souvent. Ouais. Parce que le manga, c'est tu cravaches, tu bosses, tu fais toutes tes planches à rendre à telle période, etc. Et en tout cas dans son propos, elle revendique quelque chose de fait à la main, de manufacturé, quelque chose qui prend du temps et qui ne doit pas être soumis à des conditions aussi dures, tu vois. Tu vois, en opposition à Clamp, je pense qu'elle est symbolique aussi d'une nouvelle génération d'auteurs, parce que si elle était arrivée il y a 10 ans, elle aurait fait Cardcaptor Sakura. Ouais, je pense aussi. Hein. Je pense que mais pas toute seule. Non, pas toute seule. Avec les Clamp, elle l'aurait fait. Et elle aurait été très heureuse. Je pense qu'elle aurait fait. Elle aurait pu nous produire un nouveau. Enfin, c'est avec un éditeur qui l'avait poussé, elle aurait pu produire un Sailor Moon, un Magical Girl un peu ouf. Ouais. T'imagines l'atelier des sorciers version Magical Girl? Ça pourrait avoir de la gueule quand même. Hein. En termes de business. Je parle de business vraiment pur. Hein. Tu sais, ça pourrait avoir une certaine gueule quand même. Parce que, je veux dire, le Magical Girl, t'as besoin du truc des années 80-90, glossy, tu vois. Et c'est pas du tout. Pour moi, c'est pas compatible. Non, mais c'est pour ça qu'elle est d'une nouvelle génération et pas de l'ancienne génération. Mais si elle était de l'ancienne génération, elle aurait eu ce truc un peu glossy Magical Girl. Parce qu'elle aime pas le vinyle. Elle aime le cuir. Tu vois, c'est pas la même chose. Elle aime les matériaux nobles. T'as raison, Max, parce que je pense que c'est ce que je disais sur le décloisonnement des codes et tout, c'est que quelque part, l'atelier des sorciers, je trouve ça. Enfin, j'adore, mais je vois tout ce que ça aurait pu devenir, tu vois, avec un mauvais réglage éditorial, tu vois, genre vraiment un truc de. Non mais attends, les personnages féminins tes héroïnes c'est des gamines, donc va vers plus de shoujo, essaye de faire une relation entre Kifré et Coco qui est plus elle est peut-être amoureuse de lui, machin et tout. Et non mais vraiment, non, il va sortir avec Olivier. Non mais vraiment avec oui voilà. Ou limite c'est ça, autour de leur boys love on fait Olivier machin. Mais en gros je pense que mais non. En fait tu vois je trouve que c'est ça je trouve que c'est ça qui est génial, c'est que tu vois dans tout ce qu'elle a mis en place, ce qui pourrait mal tourner, mais qu'en fait finalement qu'elle a bien géré, qu'elle a finalement hyper bien géré de façon subtile et tout, qui fait que t'as en fait un ensemble qui, enfin pour moi et pour le moment à la fois familier, parce que oui on est sur un récit initiatique, il y a de la magie, des pouvoirs avec des codes, tout ça c'est du manga, on connaît, il y a des personnages jeunes, un mentor, un machin, enfin tu vois tout ça on est sur du terrain balisé, et en même temps ça ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de lire, donc il y a vraiment on nous donne pas ce qu'on a envie de lire, on nous donne ce qu'on a besoin. C'est ça, et c'est surprenant sans l'être, et du coup c'est il y a vraiment une forme de magie qui opère quelque part dans la recette de l'atelier des sorciers quoi. Mais moi j'attends de voir, parce qu'au tome 6 il y a des des typologies de persos qui sont apparues qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent, et je me suis dit ça t'a déçu. Les persos un peu trop en forme tout le temps, qui veulent tout le temps être joyeux et tout. Parce que Coco était un peu au début, tu vois, qui était un peu. Mais ça va dépendre de son éditeur aussi. Exactement. À la limite, je vais me renseigner, malgré tout, sur son éditeur si ça reste le même depuis le début. Ouais. Parce que. Oui, ça tourne vite, hein. Non, mais ça peut tourner assez vite. Je vais vous donner l'exemple de Fujimoto ou Takaki sur Earth Gear ou sur Chainsaw Man. Eux, chez Shueisha, ils ont le même éditeur, tous les deux, l'un et l'autre. Et malgré tout, c'est marrant que cette génération d'auteurs
Ouais, soit chapeauté par le même même éditeur qui parle japonais en plus, qui a un garçon qui s'appelle Shihai Lin, qui est d'origine chinoise et pas japonaise. Tu vois, c'est aussi marrant d'avoir ce... Ouais, et puis finalement même dans l'accompagnement éditorial, il y a une forme d'ouverture. C'est ça, qui est un petit peu particulière et il est possible que pour Kamome Shirahama, après je sais que chez Kodansha la relation éditeur elle est pas exactement la même que chez Shueisha et que chez le Jump en fait, tu vois, c'est aussi le Jump, c'est la famille Jump qui est très différente. Jump, c'est la famille. Ouais, non mais voilà, c'est ça. Donc c'est un peu différent, mais il y a des relations hein, malgré tout qui sont importantes et effectivement on peut peut-être s'intéresser à ça aussi, mais là on est sur de la cuisine interne quoi. Ouais. Donc qui est moins grand public. Qui est un peu moins grand public, c'est clairement. Merci d'avoir participé à ce débat fourni. Eh ben écoute, moi c'était bien cool, c'est vraiment une de mes séries préférées de ces dernières années, donc je suis ravi de pouvoir enfin en parler un peu dans le détail, donc hyper content. Je pense que ça appelle quand même peut-être une lecture plus fouillée quoi, un autre débat. C'est ça après. Non mais là clairement on a abordé 40%. Déjà on n'a absolument pas parlé de l'histoire, donc je pense que les gens qui ont peur d'être spoilés peuvent écouter l'émission tranquille hein. Tout à fait, oui puisqu'on n'a absolument rien spoilé du tout. On a vraiment juste parlé de l'auteur et de ses influences. On est entre nous là, vraiment à l'ancienne. Mais oui, non, on a abordé 40%, 30% seulement de l'histoire là, en très peu de temps. Il y a tellement de choses à dire sur l'atelier des sorciers que... En si peu de tomes, c'est ça qui est fou. Mais voilà, c'est ça, en si peu de tomes, en 6 ou 7 tomes quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un truc de fou, mais c'est juste qu'on se demande où ça peut aller. En fait, c'est ça carrément. Aussi qui est intéressant et qui est intriguant. Et je me demande jusqu'à combien de tomes elle peut aller. Carrément. Allez, go Shirahama. Merci d'avoir écouté cette émission. Je tiens juste à rappeler un petit truc, un petit message. À partir de septembre, on va faire une petite newsletter semi-professionnelle. Enfin, un truc comme ça. En fait, on va juste donner notre actu, en gros. Donc, globalement, si vous travaillez pour une médiathèque, vous travaillez pour une librairie, vous travaillez pour quelque chose en rapport avec le livre et que vous voulez avoir nos informations, faut nous écrire sur nos réseaux sociaux. Enfin, voilà. Message privé sur Twitter, message privé sur Instagram, message privé sur Facebook, message privé sur... Non, YouTube, on peut pas, je crois. C'est pas très privé. Ouais, c'est pas privé, c'est toujours. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à venir. Et puis voilà. Et puis sur le blog, vous pouvez laisser des commentaires aussi. Enfin bref, il y a pas de gros soucis comme ça. Donc on a tout qui est dispo, tout qui est ouvert. Donc n'hésitez pas à nous écrire pour avoir un petit peu plus autour de nos informations. Et puis si vous voulez qu'on discute, et puis à l'occasion qu'on passe dans certaines médiathèques quand on est disponible dans l'année. On peut pas aller dans le sud non plus tout le temps, tous les jours, tu vois. Si vous nous payez le billet, ça c'est autre chose. On peut s'arranger. Là tu rentres dans une autre dimension totalement qui n'a rien à voir. Non, mets des chaussures volantes et passe des portails. Oui, c'est vrai, on est sur une émission magique. Effectivement, et je pense qu'il va falloir que tu refasses tes pentacles de chaussures. Ouais, c'est ça. Et puis n'hésitez surtout, pas, n'hésitez pas à nous écrire même pour avoir tous ces conseils et cette petite newsletter qu'on vous fera à la rentrée. Et puis à nous mettre des étoiles, surtout sur les iTunes et compagnie. Parce que on n'y pense jamais. On parle pas, mais bien évidemment. Mais c'est hyper important pour le référencement et tout ça. Nous, c'est bientôt la pluie des étoiles là. Voilà. Non, mais figurez-vous que c'est le principal sur les applis podcast. C'est ça. Ouais. Alors pas sur YouTube, c'est pas forcément le plus fou sur YouTube, mais sur les applis podcast, c'est fou comment ça joue tout en fait. Carrément. Commentaires plus étoiles, c'est incroyable. Même moi j'y crois pas sur tous ces trucs de référencement, mais c'est vraiment le truc. C'est ça. Donc allez-y, soutenez le mouvement les gars. Merci d'avoir écouté cette émission, on vous dit à bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao, bye bye. Merci.